Pour continuer sur ce que dit Sophie, enfin en tout cas sur la question de l'intersyndicale et puis du rapprochement avec la CGT, ce qui est quand même assez admirable ces dernières années, c'est que, et d'ailleurs l'année dernière, c'est qu'on a fonctionné en intersyndicale au niveau de l'éducation de façon unie, toujours, on s'est opposé à toutes les réformes de façon unie et on a réussi à faire cette opposition une force parce que c'est plus facile d'arriver face au ministère quand on est tous sur la même ligne que quand on est divisé. Et on l'a encore montré cette année puisque on a réussi, mercredi dernier on était reçus en table ronde à l'Assemblée nationale par les députés, par la commission culture et éducation et d'entrée de jeu on a présenté une déclaration intersyndicale sur ce qu'on voulait que les députés mettent en œuvre et ce qu'on défendait comme politique éducative. Et ça, c'est important d'avoir au moins une base commune. Après, on a des divergences forcément à certains endroits, mais on a un fil commun qui permet aussi d'aller vers les politiques et ça, c'est important. Ce lien avec les politiques, il est d'autant plus important qu'on est dans une crise politique et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. On l'a vu, moi j'ai été surprise mercredi à l'Assemblée parce que tous les ans on est reçu en début d'année par les députés. Bon, l'année dernière c'était un petit peu mal passé puisqu'on s'était fait insulter par le Rassemblement National et qu'on avait quitté la séance et on avait bien fait de quitter la séance mais les années d'avant je trouvais que les députés n'étaient pas très conscients de la réalité du terrain et très conscients de ce qui se passait dans l'école et je les trouvais déconnectés du terrain et c'était un peu dommage pour des élus locaux. Là j'ai trouvé que tous avaient d'abord conscience de ce point de bascule dont parlait Sophie tout à l'heure, de conscience que la difficulté que rencontraient les enseignants au quotidien dans leurs écoles, de la question des fermetures de classe auxquelles ils étaient confrontés, et ils ont tous posé des questions, sauf je mets entre guillemets, je vais mettre de côté le Rassemblement National qui a parlé laïcité à Baïa, mais les autres ont tous posé des questions, y compris les députés de droite, sur le budget, les moyens, les fermetures de classe, le sens du métier, la question de l'attractivité, la question des fondamentaux à l'école, enfin des choses qui étaient sur lesquelles on pouvait répondre et on pouvait leur apporter des choses. Et ça, je pense que c'est un bon point d'accroche vers la commission, mais en tout cas, ça permet d'avoir contact avec des députés. Alors bien évidemment, ce travail-là avec les députés, on le fait, puis avec les sénateurs, on le fait régulièrement, puisqu'on est reçu régulièrement, et notamment là, on va être reçu sur la question du budget. C'est important aussi qu'on pose des choses, mais je pense qu'il y a quelque chose qui avance sur cette question-là. Alors comment on fait aussi pour syndicalement retrouver le sens du métier? C'est la question de la reprise en main du métier. Alors cette reprise en main du métier, reprendre la main sur le métier, ça fait des années qu'on le dit, mais c'est quelque chose qui est d'autant plus nécessaire là en ce moment, parce qu'il faut bien qu'on amène nos collègues à comprendre qu'on est les experts de notre métier. Il faut l'affirmer, c'est-à-dire on est expert de notre métier, on connaît les rouages de l'éducation nationale, on connaît nos élèves, et donc on ne doit pas se faire imposer et être des exécutants face à un gouvernement qui n'a pas les codes, qui ne connaît pas ce que c'est que le métier. Alors c'est simple à dire, c'est beaucoup plus difficile à réaliser parce que parfois on est sous le rouleau compresseur et on a du mal à relever la tête, mais syndicalement on essaye aussi de mettre en place des mobilisations, même si c'est pas toujours facile de les mettre en œuvre et que les collègues nous suivent, mais parfois s'ils ne nous suivent pas, et on l'a vu la semaine dernière sur la question des évaluations, très clairement, ils ne sont pas rentrés dans le mouvement, mais par contre, ils se sont déplacés, ils ont discuté en salle des maîtres, ils se sont déplacés dans les réunions d'information syndicale, ils ont discuté de la question des évaluations. Ils commencent à se dire, et on voit bien que ça infuse, et qu'à un moment donné, quand on commence à prendre de la hauteur et se dire qu'on est capable de réfléchir sur le métier, là déjà, on a fait un pas, et de façon collective, on peut avancer vers quelque chose. C'est long, c'est frustrant quand on est syndicaliste, parce qu'on se dit, bah oui, mais ils ne se rendent pas compte de ce qui va arriver, on ne se rend pas compte de la caporalisation qui va se mettre en œuvre, des pratiques qui vont bouleverser le métier. Mais bien évidemment, si on arrive un petit peu de temps en temps à faire avancer les choses, on voit bien que ça va finir par prendre et on va être capable de relever le système. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut aller vers plus de collectifs et rencontrer les collègues. Nous, très clairement, sur la question des évaluations nationales, on a fait ce qu'on faisait très peu ces dernières années, mais beaucoup de départements ont fait des RIS intersyndicales pour
qu'on puisse avoir des contacts différents et permettre d'apporter plus de collègues et de pouvoir discuter. Donc cet espace d'échange, le syndicat peut le mettre en place, ce que l'éducation nationale ne permet plus. On ne permet plus de discuter entre collègues, de se retrouver en formation pour discuter. Donc autant le retrouver. Nous, on a des formations syndicales aussi qui fonctionnent plutôt bien, des colloques qui font le plein à chaque fois. On a une université d'automne dont les inscriptions, ce sera mercredi en 2 heures de temps, c'est complet parce que les collègues ils viennent quand même faire ces choses-là. Et puis après, j'ai envie de dire qu'il y a une question quelque part de résistance. Il faut les amener à pouvoir résister à ce qui nous arrive. C'est pas simple, mais je pense qu'on peut y arriver. On y est arrivé ces dernières années sur certaines choses. On le disait sur le choc des savoirs, c'est pareil sur la question de la réforme de la formation initiale, sur laquelle on s'est battu, contre laquelle on s'est battu l'année dernière, parce qu'elle ne convenait pas à ce qu'on voulait, parce qu'elle arrivait trop vite, parce qu'on voulait une autre réforme pour la formation initiale, parce qu'il faut effectivement rémunérer les stagiaires quand ils sont recrutés, et puis il ne faut pas les utiliser comme des moyens d'enseignement. Mais on voit bien que sur la question des programmes aussi, ils ont été suspendus. La question de la labellisation des manuels, là aussi, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur cette question-là. Et on a réussi à faire stopper les choses. Donc déjà, c'est des petits points sur lesquels il faut positiver et se dire qu'on est capable d'aller plus loin sur ces questions-là. Merci Eric. Oui, alors c'est vrai que quand on fait le parallèle entre la santé et l'éducation, c'est bien évidemment la question de l'attractivité. Tu le disais sur la question des infirmières, pour les professeurs des écoles c'est pareil. La question de l'attractivité, c'est au cœur des discussions actuellement et depuis un certain temps déjà. Il faut voir aussi, il faut se poser la question de pourquoi ce manque d'attractivité dans l'éducation nationale. Alors, en ce qui concerne les professeurs des écoles, on le voit sur différents plans. Forcément, la question de l'attractivité, c'est la question des salaires, ça on le sait. Sans augmenter fortement les salaires, on ne peut pas avoir un métier attractif. Et on sait que les milieux de carrière sont en moyenne payés beaucoup moins que les enseignants d'autres pays européens. C'est 20% en moyenne en moins. Et puis on a la question aussi de la revalorisation des professeurs des écoles par rapport au cadre de la fonction publique, puisque là aussi on est bien en deçà des cadres alors qu'on est reconnu cadre de la fonction publique. Mais bien évidemment, il n'y a pas que les salaires, parce qu'il y a aussi la question de l'organisation du travail et l'organisation de ce qu'on va pouvoir faire dans nos classes. Et il y a un certain nombre de choses qui montrent et qui ont montré que cette perte de sens, elle est directement liée à ce que les politiques nous demandent. Et c'est vrai qu'on a des politiques éducatives qui divergent tout le temps, c'est-à-dire qu'à chaque ministre, et alors l'année dernière on en a eu quand même quelques-uns, on en a essuyé quelques-uns, on a des caps différents. Et cette perte de sens, on peut remonter à 2017 sur le début de cette perte de sens du métier, sur le plan pédagogique et sur le plan du travail enseignant dans la classe. Tu parlais des évaluations, ça démarre dès 2017 avec Jean-Michel Blanquer, parce que c'est lui qui met en place les évaluations nationales standardisées, d'abord au CP puis au CE1, et puis c'est Gabriel Attal qui les généralise l'année dernière à travers le choc du savoir. Et bien évidemment, ces évaluations, elles s'inscrivent aussi dans un certain nombre d'injonctions qui sont données aux enseignants. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un sport national en France. Les ministres, systématiquement, quand ils arrivent au gouvernement, les ministres de l'Éducation nationale, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils donnent des conseils aux enseignants et aux professionnels que nous sommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ministre, et vous pouvez reprendre toutes les déclarations, y compris les ministres de gauche, il n'y a pas un ministre qui n'a pas dit que oui, pour améliorer les capacités d'apprentissage en orthographe, il fallait faire des dictées tous les jours. Eh bien non, effectivement, la dictée n'est pas un exercice qui est bénéfique aux élèves pour faciliter l'orthographe. Et donc on voit bien que
chacun a son idée sur l'éducation. Alors le plus fort en la matière, c'était bien évidemment Blanquer, mais aussi Gabriel Attal, qui donne des consignes aux enseignants et qui va déterminer comme ça un certain nombre d'injonctions. Et donc Jean-Michel Blanquer, dès 2017, met en place un certain nombre d'injonctions et outrepasse les programmes nationaux, puisqu'il va réaliser, à partir de la mise en place du Conseil scientifique de l'éducation nationale, un certain nombre de guides pratiques pour les enseignants, pour enseigner en classe avec des injonctions qui tombent en fait dans les classes des enseignants, alors que la seule chose qui doit guider un enseignant, c'est les programmes, et le chemin pour conduire et pour aller jusqu'au programme, eh bien, c'est au choix de l'enseignant, et ça s'appelle la liberté pédagogique. Mais bien évidemment, Blanquer, quand il arrive au gouvernement, il va mettre en place un certain nombre de guides qui vont donner les consignes et ce qu'il a appelé les bonnes pratiques, parce que c'est aussi ça qui est très présent dans l'éducation nationale. On dit aux enseignants, aux professeurs des écoles, d'enseigner à travers des guides pratiques, des bonnes pratiques, alors qu'on sait quand on est enseignant qu'on doit s'adapter au public qu'on a dans la classe et qu'on ne fera jamais de la même façon une leçon avec des classes différentes. Donc on voit bien que dès ce premier quinquennat où les injonctions tombent, alors ça met du temps à arriver puisqu'on est une grosse machine, mais ça n'empêche qu'il y a des petites choses qui font qu'on va changer, notamment en éducation prioritaire, la façon de faire fonctionner les collègues, notamment avec les résultats des évaluations. C'est là où les évaluations nationales, et on s'y oppose, et on a essayé de le mettre dans le débat public cette année à cette rentrée, parce que ces évaluations nationales, elles sont là pour faire des objectifs, c'est-à-dire qu'on demande aux enseignants de remplir des objectifs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces évaluations nationales, celles-ci en particulier, puisqu'on n'est pas contre les évaluations nationales qui sont dictées par le ministère, elles sont sur certaines parties du programme, elles montrent certains éléments, mais ne concernent pas tous les programmes, elles ne sont pas adaptées aux enseignants, elles ne sont pas adaptées au travail que l'on mène en classe, mais par contre, quand elles remontent au niveau du ministère, quand ça redescend sur, encore une fois, des injonctions et une caporalisation des pratiques enseignantes qui fait qu'on va avoir cette chape de plomb des évaluations nationales qui nous tombent dessus dans chaque année dans l'éducation nationale. Et donc là, c'est pour ça que cette année, on s'y est fortement opposé, même si ça a été très compliqué pour les enseignants de s'y opposer, parce que forcément, quand on ne passe pas les évaluations nationales, il y a des sanctions. Mais on a voulu mener dans le débat public cette question des évaluations qui pèsent sur le système et sur la pratique pédagogique en classe. Et puis, durant le quinquennat de Jean-Michel Blanquer, il y a aussi, c'est aussi la loi aussi sur l'inclusion qui a mis en place une inclusion, et c'est normal, il faut inclure les élèves en situation de handicap dans les classes, mais on a voulu faire de l'inclusion de quantité et pas de qualité. Et donc on a considéré que les enseignants étaient à même d'accueillir les élèves qui sont en situation de handicap ou alors des élèves qui sont en situation de trouble du comportement, et qu'on allait répondre par le pédagogique à leurs troubles. Alors que dans le même temps, on a sabré les réseaux d'aide, les enseignants de réseau d'aide en difficulté. Donc on a supprimé des postes d'enseignants spécialisés qui intervenaient auprès des élèves en difficulté, que dans le même temps on a supprimé ce qu'on a appelé le plus de maîtres de classe, mis en place en 2012, qui permettait d'avoir un enseignant en plus dans la classe, ce qui permettait d'être deux dans les classes, qui permettait d'avoir un double regard sur les élèves, qui permettait donc d'être moins seul dans sa classe et d'avoir un travail collectif auprès des élèves. Et en faisant ça, et donc avec les questions de l'inclusion, on a mis en difficulté les enseignants. Et ça aussi, ça fait partie des conditions de travail dégradées. On l'a vécu, nous, l'année dernière, en interrogeant nos collègues. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils n'ont pas des ressources nécessaires, parce qu'ils n'ont pas d'enseignants en plus dans leur classe,
pour accueillir tous les élèves en situation de handicap. Et ça pèse sur des collègues qui reviennent vers nous en disant « je ne peux plus travailler dans ma classe, je n'y arrive plus, j'ai perdu le sens de ce que je dois faire dans la classe ». Cette perte de sens, elle est essentielle aussi sur ces conditions-là, les conditions de l'inclusion qui doivent être mises en place. Et là, c'est au gouvernement d'engager vraiment une vraie réforme pour pouvoir accueillir tous les élèves, mais sans renier les personnels spécialisés et sans supprimer, on va dire, des places aussi dans l'enseignement, ce qu'on appelle l'enseignement adapté, c'est-à-dire les établissements médico-sociaux, où on voit que certains enfants ne peuvent pas passer toute une journée en classe. Mais en faisant ça, en donnant l'injonction d'accueillir tout le monde et de mettre en place ce qu'ils appellent l'école pour tous, on a bien vu qu'on a des difficultés de faire face à ça. Donc, si on avait mis les moyens en face, on aurait peut-être pu, mais on n'a pas mis les moyens en face. Et dans une école, en ce qui concerne les professeurs des écoles, la difficulté que l'on rencontre, c'est la solitude du métier. Je le disais, on n'a plus de maîtres que de classe, on n'a plus de double regard, mais surtout, on n'a pas une équipe autour de la classe. Le travail collectif dans la perte de sens du métier, elle est essentielle. Si on perd le sens de ce travail collectif, le fait de pouvoir échanger avec les collègues, tu parlais tout à l'heure du temps. Si on n'a pas le temps pour échanger avec les collègues, si on n'a pas le temps pour travailler ensemble, on perd ce sens-là. Et quand on est enseignant et qu'on a une classe toute l'année, la même classe, et qu'on est dans sa classe face à ces problèmes, on n'a personne pour nous venir en aide et on a de moins en moins de temps collectif pour pouvoir en discuter. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir aussi dans nos écoles d'autres personnels qui permettent de travailler ensemble. Alors les AESH, bien évidemment, il faut qu'ils soient formés, qu'ils aient un statut de fonctionnaire, mais qu'ils soient mieux rémunérés. Mais également des multiples regards, les enseignants qui sont spécialisés dans la grande difficulté scolaire, mais aussi les psychologues de l'éducation nationale, qu'on a aussi perdu un certain nombre de postes, mais aussi les infirmières scolaires, les assistantes sociales. On a besoin de multiples regards pour faire progresser l'école, pour faire progresser les élèves. Et cette solitude-là, elle pèse sur les collègues et sur le sens qu'ils vont avoir du métier. Et on voit bien que de tout ça, on a le lien qu'on fait quand même avec la santé et l'hôpital public, c'est la question aussi des moyens. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu mettre les moyens et le budget suffisant pour l'école. Et là, le grand débat de cette rentrée, c'est le budget de l'éducation nationale et c'est comment on va mettre en place un budget qui va répondre aux enjeux de l'école et aux besoins des enseignants et aux besoins de l'école et de l'école publique, parce que la question du privé est effectivement essentielle aussi, et on le sait, on le dit à la FSU, le budget de l'école publique doit aller à l'école publique et pas à l'école privée. Et bien évidemment, c'est en mettant un budget conséquent qu'on permettra d'avoir plus d'enseignants, d'avoir une attractivité plus importante et surtout de redonner ce sens du métier. Alors on reviendra peut-être après, dans un deuxième temps, Eric, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer les choses et pour regagner le sens du métier, mais voilà à peu près pour les constats qu'on pouvait faire.